Ici, la voix de l'Amérique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide avec vous. Heureux de vous retrouver dans le monde aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 10 juillet 2020 à la une de l'actualité ce soir. Au Mali, des milliers de manifestants de nouveau dans la rue contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, fronde menée par l'imam Mahmoud Dicko, réputé très influent. La contestation fait craindre à la communauté internationale un renforcement de la déstabilisation d'un pays déjà confronté à des attaques djihadistes et aux affrontements intercommunautaires. En République démocratique du Congo, le ministre de la Santé contre-attaque après avoir été mis en cause dans un document confidentiel qui fait état de réseaux mafieux pour détourner des fonds pour combattre l'épidémie de Covid-19. Le mémorandum a fuité au moment où des agents affectés à la lutte contre la maladie se sont mis en grève à Kinshasa. Aux États-Unis, le groupe Facebook est confronté à une campagne de boycott publicitaire sur fond de manifestations contre le racisme et les violences policières dans le pays. Des organisations de défense des droits civiques réclament que le premier réseau social de la planète lutte plus activement contre les contenus haineux et la désinformation. Le Mali donc, pour ouvrir ce journal, des milliers de personnes ont à nouveau manifesté ce vendredi à Bamako contre le gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est la troisième grande manifestation tenue en 2 mois par la coalition du mouvement du 5 juin, formée de chefs religieux, d'hommes politiques et de la société civile. Le président Keïta a vainement tenté mercredi soir un nouveau geste d'apaisement. Il a ouvert la voie à un réexamen d'une décision rendue par la Cour constitutionnelle sur les résultats législatifs de mars-avril, considérés comme déclencheurs de l'actuelle crise politique. Le mouvement réclame la dissolution du Parlement et la formation d'un nouveau gouvernement. Quant à la communauté internationale, elle soutient le chef de l'État dans sa lutte anti-djihadiste depuis sa première élection en 2013. Nous écoutons maintenant la réaction de Noun Togo, l'un des leaders du mouvement de contestation, au micro de Bagassi Koura. D'abord, premièrement, nous avons remarqué un président fatigué, soucié, un président qui n'est du tout pas en forme. Deuxième aspect, sur le fond, nous avons remarqué qu'il n'a pas amené d'autres propositions. D'abord, ce qu'il a fait, c'est de confirmer son Premier ministre face à la nation malienne. Il nous parle de la réconciliation. Mais le nouvel donne, il parle de remembrement de la Cour constitutionnelle et l'arrivée de la délégation de la CEDEAO. Ce qui nous fait croire qu'il faut forcément remembrer la Cour constitutionnelle. En remembrant la Cour constitutionnelle, d'abord, il donne encore une fois de plus la chance à l'Assemblée nationale de rester et qu'après, il fera en sorte de travailler pour que les Maliens se retrouvent. Il nous parle aussi, en faisant des bénédictions sur l'arrivée de Soumaïla Cissé bientôt, parce que son bientôt nous attendons depuis quelques jours, mais aujourd'hui il fait des bénédictions pour nous dire que Soumaïla sera là bientôt. Sinon, le Malien lambda pensait qu'il allait quand même donner un discours d'apaisement, un discours qui fera en sorte que les Maliens se retrouvent. Sur l'aspect sécurité, il n'a pas placé un mot. Au centre, ça ne va pas. La situation devient de plus en plus compliquée. Et dans ces 2 jours, il y a eu plus de 45 morts. Mais le président, nous avons remarqué qu'il ne maîtrise pas franchement la situation et il n'est pas, franchement, il ne sait pas en réalité ce qui se passe en République du Mali. Alors, donc, au vu de ce discours, est-ce que vous allez donc continuer vos manifestations? Vous savez, il n'a rien dit pour rassurer le peuple malien, parce que pour le peuple malien, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, il faut régler ces problèmes. En termes d'insécurité, en termes aujourd'hui de la gestion, en termes de la gouvernance, en termes d'élections transparentes,
en termes de l'organisation des élections futures, en termes même de la gestion et de la gouvernance, il n'a pas pu nous donner des informations. Le peuple malien solidaire pense réellement que, franchement, trop c'est trop, il faut que ça s'arrête. Et demain, nous allons sortir pour demander le verdict populaire du peuple malien. C'est-à-dire le peuple a le monopole, c'est le peuple qui donne le pouvoir et c'est le peuple qui récupère son pouvoir. Et le peuple veut récupérer son pouvoir qu'il a donné pour que le Malien puisse avoir la paix. Ailleurs dans l'actualité, la crise politique qui couve en République démocratique du Congo s'est transformée en manifestation violente hier, avec 3 morts, 2 protestataires et 1 policier. On vous le disait d'ailleurs hier. C'était lors des marches interdites et réprimées contre le choix du nouveau président de la commission électorale. Il s'agit de Ronsard Malonda, cadre de l'équipe sortante de la CENI. Les 2 manifestants ont été tués dans les 2 principales villes, Kinshasa et Lubumbashi, d'après le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies au Congo, qui s'inquiète de l'usage de la force létale par les forces de l'ordre. Le bureau onusien condamne également la mort d'un agent de police à Kinshasa. Il a été lynché après avoir tiré sur les manifestants. L'opposition, les catholiques, les mouvements citoyens, de même que le parti UDPS du chef de l'État, Félix Tshisekedi, accuse Ronsard Malonda d'avoir pris part à de présumées fraudes électorales en décembre 2018. D'autres manifestations sont prévues pour les 13 et 19 juillet prochains. Pour un décryptage de cette actualité, John Linden a joint à Bruxelles Jean-Jacques Wonde, analyste des questions politiques et sécuritaires de la RDC. Jean-Jacques Wonde, bonjour. Bonjour, monsieur Linden. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie cette série de manifestations qu'on voit aujourd'hui à travers la RDC? Pour être un peu plus bref, je pense que la série de manifestations auxquelles nous assistons aujourd'hui en République démocratique du Congo est une sorte de résultante des événements ou du processus électoral de 2018 qui a été mal entrepris. Et aujourd'hui, la situation, surtout autour des manifestations qui concernent particulièrement le choix du futur président de la CENI, semble aller dans la même direction que la situation qui a prévalu lors des élections de 2018, les élections qui du reste sont les plus mauvaises depuis que la RDC a entrepris le processus de démocratisation après le dialogue de Sun City en 2002-2003. Alors, vous parlez de la mobilisation contre le nouveau président de la CENI, M. Malonda. L'Église s'y est mêlée. Comment sortir de l'impasse, surtout que cette nomination n'a pas encore été validée par le président Tshisekedi? Comment sortir de l'impasse? L'une des solutions serait de réfléchir autrement, c'est-à-dire se demander pourquoi, comment on est arrivé à cette impasse. C'est parce qu'on se retrouve en face d'une situation électorale qui exigeait des réformes au niveau de la CENI, donc des réformes organiques au niveau du fonctionnement de la CENI et aussi au niveau de la loi électorale. Or, ces choses qui devaient être faites n'ont pas été faites et nous nous trouvons dans une situation d'enlisement parce qu'un des partenaires ou politique qui doit faire de sorte que ces réformes puissent avoir lieu, manifeste une sorte de comment je peux le dire, de non-collaboration, veut plutôt garder l'ordre qui a été établi auparavant, de sorte que les choses puissent lui être favorables si jamais on se retrouve dans une situation électorale dans les prochaines échéances qui vont arriver d'ici 2023.
Nous restons en RD Congo pour parler de la pandémie de Covid-19. Le ministre de la Santé a porté plainte pour diffamation hier, après avoir été mis en cause dans un document affirmant qu'il existe des réseaux mafieux au sein de son ministère pour détourner des fonds alloués à la lutte contre la maladie coronavirus. Ce rapport, classé très confidentiel et signé par son adjoint, Albem Petit-Biombo, a fuité en pleine crise au sein de la coalition du pouvoir. Le mémorandum a également fuité au moment où des agents affectés à la lutte contre l'épidémie de Covid-19 se sont mis en grève à Kinshasa, affirmant qu'ils ne sont pas payés depuis 3 mois, comme nous le rapporte Patrick Abega dans la capitale congolaise. Ces agents de la riposte contre le Covid-19 revendiquent en partie une prime de risque, 3 mois de travail impayé, mais également une amélioration des conditions de travail. Après dépôt de leur mémorandum, ils ont reçu des promesses des autorités. Tout en menaçant de radicaliser la grève, ils affirment que le travail continue à travers des commissions jugées importantes pour la riposte. Le travail n'a pas été arrêté totalement. Il y a une partie dans toutes les commissions qui est en train de travailler partiellement, puisque les autorités nous ont fait une promesse que d'ici vendredi, ils vont répondre à nos revendications. Dans le cas contraire, si nous arrivons jusqu'au vendredi soir et que nos revendications ne sont pas prises en charge, nous allons radicaliser la grève et arrêter tout. Le docteur Mouyembe, qui dirige le comité de riposte, affirme que la lourdeur administrative est à la base du retard enregistré dans la paie des agents. Vous savez, moi quand je vois l'image de la lutte contre la Covid en France, nous avons vu la population sortir et acclamer, n'est-ce pas, les agents de la riposte. Mais chez nous, c'est l'image tout à fait contraire. C'est vraiment triste. Bon, mais cela est dû simplement à la lourdeur administrative, n'est-ce pas? Sinon, je pense que nous devons absolument revoir cette situation et apporter des solutions. Et la solution est là. Je pense qu'on vous dira qu'ils seront payés à partir de ce jour. Grâce à leurs services, ces médecins permettent au pays de maintenir des chiffres probants avec moins de 3% des morts contre 46% des guéris pour près de 8000 cas. Patrick Abega pour VOA Afrique, Kinshasa. Le point maintenant sur le coronavirus dans le monde. La situation en Europe apparaît sous contrôle pour le moment, malgré de nouveaux foyers qui inquiètent. Le continent demeure le plus durement touché, avec plus de 200 000 morts, dont plus des 2/3 au Royaume-Uni, en Italie, en France et en Espagne. La maladie poursuit ses ravages en Amérique latine et touche ses dirigeants en Bolivie, la présidente Janine Áñez, et au Venezuela, le numéro 2 du parti présidentiel, Diosdado Cabello, ont déclaré l'avoir contracté quelques jours après le président brésilien Jair Bolsonaro. Pour sa part, l'Organisation mondiale de la santé affirme ce vendredi qu'il est encore possible de ramener la pandémie sous contrôle, même si le nombre de cas a plus que doublé ces 6 dernières semaines. Justement, ici aux États-Unis, l'épidémie continue de s'aggraver. Plus de 3 millions de personnes ont attrapé le nouveau coronavirus et plus de 130 000 malades sont décédés. Certains États parmi les plus peuplés du pays connaissent une hausse spectaculaire de cas, mais les mesures prises pour contenir la propagation ne font pas l'unanimité. Un reportage de Mariama Diallo avec le récit d'Abdourahmane Dia. La subite remontée des cas de Covid-19 en Californie a conduit le gouverneur Gavin Newsom, un démocrate, à ordonner des fermetures partielles dans environ 1/3 des 58 comtés de l'État. Le Parlement de l'État, qui devait reprendre ses activités la semaine prochaine, va aussi rester fermé. Pour certains républicains, c'est inacceptable. Ce n'est tout simplement pas une solution durable de fermer indéfiniment la branche législative du gouvernement. Il y a des gens à travers l'État qui dépendent du travail que nous faisons, notamment la résolution des problèmes de santé publique liés au Covid-19, tout ce qui affecte l'économie et la vie des gens. En Floride, un autre État durement touché, le gouverneur républicain Ron DeSantis rassure que les hôpitaux sont prêts à accueillir un afflux de malades.
Dans le sud de la Floride, vous avez maintenant le Miami Care Center. Vous avez un établissement à Broward qui est uniquement dédié au traitement du COVID. Et puis, vous en avez 2 dans le comté de Palm Beach. C'est donc un nombre assez important de lits capables de prendre en charge les personnes atteintes de COVID-19. Les parlementaires démocrates de l'État de Floride ont sévèrement critiqué la gestion de cette crise sanitaire par le gouverneur, estimant que son refus d'imposer le port obligatoire du masque a coûté des vies. Le taux d'infection a été multiplié par 8. La situation en Arizona est tout aussi alarmante. C'est sûr que la courbe n'est pas en train de baisser. Je veux dire, chaque jour, on semble atteindre un record de nouvelles contaminations dans l'État de l'Arizona. Au Texas, la situation est loin d'être meilleure. Mais malgré les restrictions imposées par les autorités, beaucoup, comme ces férus de rodéo, préfèrent ignorer ces mesures. Je suis un Américain et je devrais être capable de faire ce que je veux. Je paye mes impôts, je suis libre. C'est contre nos droits constitutionnels. Ils ne doivent pas nous imposer ce qu'on doit porter. Les spécialistes des maladies infectieuses craignent que le nombre de cas grimpe davantage avec les célébrations commémorant l'indépendance des États-Unis le 4 juillet dernier. Dans l'actualité également, le président américain juge que les relations des États-Unis avec la Chine ont été gravement endommagées. Donald Trump l'a dit aujourd'hui en évoquant la crise du coronavirus. Il indique ne pas envisager pour le moment de deuxième phase à l'accord économique signé en janvier dernier entre Washington et Pékin. À bord de l'avion présidentiel en route pour la Floride, Donald Trump affirme que la Chine aurait pu stopper l'épidémie de coronavirus et elle ne l'a pas fait, dit-il. L'administration Trump accuse les autorités chinoises d'avoir tardé à alerter le monde sur la maladie et donc d'être responsable de sa propagation, ce que rejette le gouvernement chinois. Et puis, en Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé ce vendredi l'ouverture de l'ex-basilique Sainte-Sophie à Istanbul aux prières musulmanes, après qu'un tribunal a ouvert la voie à sa transformation en mosquée en annulant son statut actuel de musée. Sainte-Sophie est un site classé au patrimoine mondial par l'UNESCO et l'une des principales attractions touristiques d'Istanbul, avec quelques 3,8 millions de visiteurs l'an dernier. L'UNESCO a appelé la Turquie au dialogue. L'Église orthodoxe russe a regretté que l'inquiétude de millions de chrétiens n'ait pas été entendue par le tribunal turc. La Grèce, par la voix de la ministre de la Culture, Lina Mendoni, a qualifié la décision du tribunal turc de provocation envers le monde civilisé. Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique, n'allez nulle part ailleurs. Nous revenons dans quelques petits instants. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, merci d'être toujours avec nous. Le boycott publicitaire et la contestation de Facebook s'amplifient aux États-Unis. Les organisateurs ont promis que la campagne, déjà suivie par près d'un millier d'entreprises, dont Adidas et Coca-Cola, allait continuer tant que Facebook ne prendrait aucun engagement à agir contre les contenus promouvant le racisme, la discrimination et la haine. Le premier réseau social du monde a, lui, fait valoir toutes les mesures prises depuis plus de 2 ans pour modérer des contenus
contenus problématiques et lutter contre la désinformation. John Linden. Des centaines d'entreprises affirment qu'elles ne feront pas de publicité sur Facebook et sa société sœur Instagram en juillet dans le cadre d'une campagne intitulée « Stop à la haine pour le profit ». Le but, forcer le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, à remédier aux effets négatifs de Facebook sur la société. Ils amplifient les discours de haine, les messages racistes, les messages de suprématie blanche, toutes sortes de désorientation et la publicité politique mensongère. Nous avons donc demandé aux principaux annonceurs américains de suspendre leur publicité sur la plateforme pendant au moins 1 mois. Les participants à ce boycott demandent à Zuckerberg de renforcer les contrôles contre les discours de haine et de faire davantage pour réprimer les campagnes de désinformation, en particulier en ce qui concerne le vote. Des changements que Facebook est capable de faire. Il est dans leur intérêt d'apporter des petits changements. Ils ne veulent pas être blâmés pour des utilisateurs qui se servent de leur plateforme pour manipuler l'opinion en période électorale. Mais bricoler quelques petits changements pour s'assurer que cela ne se produit pas est très différent que de prendre du recul et de dire « Est-il possible que ce que nous avons construit ne soit en fait pas quelque chose de meilleur pour la société ?» Les idées sur la façon de régler le problème Facebook ne manquent pas. Certains appellent à des réglementations, d'autres pensent que la société doit être démantelée et que Zuckerberg, qui détient une part majoritaire dans l'entreprise, devrait être responsable devant un conseil d'administration. Je ne pense pas qu'il existe un seul ensemble de valeurs fondamentales. J'aurais aimé qu'il y en ait et je souhaite qu'il y ait au moins un sens, une volonté d'essayer d'aider le bien commun ou d'essayer de protéger les droits de l'homme ou quelque chose qui les aide vraiment à avoir un principe directeur pour l'entreprise. Facebook dit pourtant ne pas tolérer les discours de haine et met en avant son système automatisé qui permet de supprimer les publicités inflammatoires avant que les utilisateurs ne les voient. Récemment, la firme a accepté un audit externe sur la façon dont elle procède pour s'assurer que les annonceurs n'apparaissent pas à côté des messages nuisibles, l'une des exigences de l'organisateur du boycott. Facebook a également déclaré qu'il étiquetterait tout contenu qui enfreint ces règles, même s'il est publié par un élu. Et il supprimera également les publications qui, selon Facebook, peuvent conduire à la violence ou priver les gens du droit de vote. Oui, ils peuvent changer, mais il est question de savoir s'ils le veulent. Peuvent-ils changer tant qu'ils continuent à être l'entreprise la plus dominante au monde, qui a le monopole absolu de toutes les conversations sur la façon dont nous obtenons notre contenu, sur la façon dont nous nous connectons avec les gens? Peut-être pas. Les organisateurs du boycott disent que leur campagne se mondialise, mais il faudra du temps pour savoir si leurs efforts ont un effet durable. C'est vendredi et c'est évidemment l'heure de Culture Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire. Et ce soir, nous retrouvons Roger Muntouf. Roger qui démarre avec Ringo Starr ce soir, l'ex-Beatles qui fête ses 80 printemps en ligne, mais sans McCartney. Bonsoir Roger. Oui, Jacques, vous êtes un Londonien vous-même et donc vous connaissez très bien ce groupe, mieux que moi. L'ex-Beatles Ringo Starr a célébré mardi son 80e printemps en ligne. Coronavirus oblige, vous l'avez dit, avec plusieurs chansons du groupe mythique, mais en l'absence de son ex-complice Paul McCartney. Bummer, comme on dit ici. Ringo Starr fête habituellement tous ses anniversaires par des vrais concerts en public devant des centaines de personnes. Mais la pandémie de coronavirus l'a contraint d'y renoncer. Cette année, les chansons cultes des Beatles, Come Together Right Now, All You Need Is Love et With Little Help from My Friend figuraient à l'électrique programme de la soirée, composé d'un mélange, on doit le dire ici, de vidéos d'archives et d'enregistrements à domicile, ainsi que des hommes et des femmes qui ont enregistré des hommages d'artistes comme Sheryl Crow ou David Lynch. Il a été regardé par plus de 130 000 fans dans le monde. Ouais, c'est bien quand même, c'est Ringo Starr. Autre chose, Jacques, triste nouvelle, une star de la série télévisée Glee, Naya Rivera, est portée disparue et les recherches ont repris jeudi matin avec plongeur hélicoptère pour la retrouver dans un lac en Californie où elle pourrait s'être noyée, avait annoncé la police locale. Les services de police de comté de Ventura ont annoncé mercredi soir qu'ils recherchaient une possible victime de noyade dans le lac et qu'une équipe de plongeurs avait été déployée sur les lieux. La jeune femme de 33 ans
l'émission doit sa notoriété au personnage de Santana Lopez, une étudiante pom-pom girl qu'elle a incarnée dans les 6 saisons de la série Glee entre 2009 et 2015. Toujours en parlant de série, Jacques, je finis avec la série ivoirienne Cacao. Cette série Cacao qui s'est veut être le Dallas africain selon le réalisateur Alex Ogou. Notre collègue Kiabadou Apulinichiste interview avec Evelyne Illy qui joue le rôle d'Alexia Desva, cette mère de famille proche de son fils, une femme battante. Elle nous en dit un peu plus. Suivons. Alors, qui est Alexia? Alexia, c'est une femme pétillante, une femme travailleuse, mais surtout, j'ai envie de dire, une femme frustrée. Frustrée du fait qu'elle a travaillé pendant plusieurs années, voire 7 ans, aux côtés de son oncle pour bâtir l'entreprise Desva. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de son cousin Anthony, elle se voit en train de perdre tout ce qu'elle a pu gagner comme place, comme amour, comme intérêt au sein de la famille. Donc oui, elle est frustrée et elle met tous les moyens à disposition dans la manipulation et dans les malices pour pouvoir retrouver sa place. Elle le fait avec beaucoup de fougue et de sensualité. C'est un personnage que j'ai adoré interpréter parce que elle a beaucoup de facettes. De toute façon, on est encore à la moitié de la saison, mais vous découvrirez au fur et à mesure que quand même, derrière toute cette tristesse, toute cette colère se cache peut-être une belle personne. Voilà Jacques, c'est tout pour Culture Hebdo et bon week-end à vous. Merci bien Roger, à très bientôt, bon week-end à vous aussi. Mais si vous êtes là quelque part, n'allez nulle part ailleurs, je vous emmène au pays des pharaons. Eh bien, le papyrus, autrefois utilisé comme surface d'écriture par l'Égypte antique, est devenu le principal moyen de subsistance des habitants du village d'Al-Kharamous dans le delta du Nil. Avec la pandémie du nouveau coronavirus, les fabricants de papier papyrus qui étaient vendus aux visiteurs étrangers souffrent de la fermeture des magasins et des frontières. Blanche Sanou nous en dit davantage. En Égypte, le secteur du tourisme est complètement paralysé avec la pandémie du nouveau coronavirus. Les villages où la fabrication du papyrus était l'activité principale sont confrontés à de graves difficultés financières car la demande de papier s'est effondrée. Quand le tourisme est en activité, le papyrus a son prix. Mais pour le moment, il n'y a rien. Avant toute cette histoire de coronavirus, on vendait un papier de papyrus de 30 à 40 cm pour environ 0,31 $. Aujourd'hui, nous le vendons pour 0,093 $. Vu qu'il n'y a plus de touristes, nous avons arrêté de produire. Donc nous ne travaillons pas. De nombreux habitants d'Al-Kharamous, à environ 80 km au nord-est du Caire, cultivent, transforment et décorent le papyrus avec des hiéroglyphes de l'Égypte ancienne ou des images de pharaons avant de le vendre dans les lieux touristiques de la mer Rouge ou au Caire. Le papier est fabriqué en découpant des bandes de la tige de papyrus. Ensuite, les tiges sont pressées et séchées pour former une feuille lisse et plate. Au début de l'année, avant cette maladie, nous avions l'habitude de distribuer une grande quantité de papyrus dans le pays. Maintenant, tout est arrêté. Il n'y a plus rien. L'Égypte a confirmé environ 50 000 cas du nouveau coronavirus et le nombre de cas signalés a continué à augmenter ces dernières semaines. Mais le gouvernement a assoupli les restrictions à la circulation et autorisé la réouverture de certains hôtels à capacité limitée. Les vols internationaux vers les principales stations touristiques de la mer Rouge doivent reprendre le 1er juillet. Et voilà, point final à ce journal. C'était Jacques Aristide avec vous. Très bon week-end. À lundi. Merci. Au revoir. Alama.